Le 14 mars 1838, à 9 heures du matin, dans la petite ville de Lexington, Kentucky, un homme nommé Thomas Jefferson Randolph se tenait devant un commissaire-priseur. Il n'était pas un noble, il n'était pas propriétaire de plantation, il n'était pas riche héritier. C'était un simple commerçant, gérant d'une petite boutique de quincaillerie. Et ce jour-là, il a acheté 3 êtres humains. Une femme de 28 ans appelée Mary et ses 2 enfants, âgés de 6 et 9 ans. Les livres d'histoire mentent lorsqu'ils simplifient l'esclavage. Ils vous disent que l'esclavage était l'apanage des élites riches, des grands propriétaires terriens, des maîtres de plantation avec des centaines d'esclaves. Mais, et si je vous disais que la personne la plus dangereuse dans l'histoire de l'esclavage américain n'était pas le propriétaire de plantation avec 500 esclaves, mais plutôt l'homme ordinaire avec seulement 3? Que signifie être ordinaire lorsque vous participez à un système moral extraordinairement cruel? Parce que voici la vérité inconfortable que vos professeurs d'histoire n'ont pas racontée. En 1860, aux États-Unis, 75% des propriétaires d'esclaves possédaient moins de 10 personnes asservies. L'écrasante majorité étaient de petits propriétaires, fermiers, commerçants, artisans. Des gens que vous appelleriez classe moyenne s'ils étaient vivants aujourd'hui. Et cette statistique détruit complètement le récit confortable que nous avons construit sur qui était responsable de l'esclavage. Parce que si l'esclavage n'était que l'affaire d'aristocrates riches, il serait facile de le catégoriser moralement. De riches scélérats exploitant des innocents. Fin de l'histoire. Mais quand nous découvrons que le forgeron du coin, le boulanger, le petit agriculteur était aussi propriétaire d'esclaves, l'histoire morale devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus troublante. Établissons ce que vos manuels scolaires vous ont appris. Le récit standard de l'esclavage américain fonctionne ainsi. De grandes plantations, des centaines d'esclaves cueillant du coton sous un soleil de plomb, surveillés par des contremaîtres cruels, tandis que le riche propriétaire fume des cigares sur la véranda d'un manoir aux colonnes blanches. Cette image n'est pas entièrement fausse. Ces plantations existaient, mais elles étaient l'exception, pas la règle. En 1860, seulement 12% des propriétaires d'esclaves possédaient plus de 20 personnes asservies. Seulement 1% en possédaient plus de 100. La grande majorité des esclavagistes américains possédaient entre 1 et 9 êtres humains. Pensez-y. 1 à 9 personnes. Des chiffres qui tiennent dans une maison ordinaire. Des chiffres qui tiennent dans un atelier de forgeron. Des chiffres qui tiennent dans la ferme de subsistance d'un homme avec 40 acres. Et cette réalité crée des catégories morales beaucoup plus nettes que la vérité ne le mérite. Parce que lorsque vous considérez l'esclavage comme un phénomène d'élite, vous pouvez vous en distancer. Je n'aurais jamais été l'un de ces riches cruels, pensez-vous. J'aurais été différent. Mais, et si vous découvriez que des personnes exactement comme vous, avec des ressources exactement comme les vôtres, avec des préoccupations quotidiennes exactement comme les vôtres, étaient les véritables piliers du système esclavagiste? Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous retourner l'estomac. Dans des États comme la Caroline du Sud, le Mississippi et la Louisiane, où l'esclavage était le plus intense, entre 40% et 50% des familles blanches possédèrent des esclaves. Pas les familles riches, les familles. La moitié de la population blanche était directement impliquée dans le système. Si vous étiez un homme blanc adulte dans ces États en 1860, vous aviez plus de chances d'être propriétaire d'esclaves que de ne pas l'être. Et voici la partie qui fait s'effondrer complètement le récit confortable. L'économie de l'esclavage ne concernait pas seulement le coton. Les esclaves étaient employés comme charpentiers, forgerons, cuisiniers, couturières, cochers, infirmières. Ils travaillaient dans de petites boutiques, dans des ateliers urbains, dans des fermes familiales. Le système n'était pas soutenu uniquement par des magnates ruraux. Il était soutenu par un réseau massif de gens ordinaires qui possédaient 1, 2, 3, 5 êtres humains. Thomas Jefferson Randolph, ce quincaillier de Lexington, en est un parfait exemple. Il n'avait pas de plantation. Il avait un magasin. Mary et ses enfants travaillaient probablement comme domestiques, peut-être aidant à la boutique. Randolph n'était pas exceptionnel. Il était absolument commun pour son époque et son lieu. Et c'est précisément cette banalité qui rend l'histoire si troublante. Parce que lorsque nous catégorisons l'esclavage comme l'œuvre d'une élite monstrueuse, nous créons une distance morale réconfortante. Je ne serai jamais capable d'une telle cruauté, pensons-nous. Mais Randolph ne pensait pas être cruel. Il allait probablement à l'église le dimanche. Il était probablement considéré comme un membre respectable de la communauté.
Il se voyait probablement comme un homme décent qui vivait simplement selon les normes sociales de son temps. Et voici la contradiction centrale qui guidera toute cette investigation. Comment jugez-vous moralement la personne ordinaire qui participe à un système extraordinairement maléfique? Il existe de multiples interprétations valides de cette question, et toutes sont inconfortables. Vous pouvez argumenter que participer au système esclavagiste, quelle que soit l'échelle, était intrinsèquement cruel, et qu'il n'y a pas d'excuse. Vous avez absolument raison. Ou vous pouvez argumenter que nous devons comprendre le contexte historique, les normes sociales, la pression économique qui rendait difficile de vivre dans le Sud sans esclaves. Vous avez également raison. Ou vous pouvez argumenter que se concentrer sur le ordinaire des propriétaires d'esclaves est une tentative d'adoucir la brutalité du système. Et vous avez également raison. Toutes ces interprétations sont valides parce que l'histoire n'offre pas de réponse facile lorsque nous confrontons la capacité humaine à normaliser l'horreur. Regardons les chiffres de manière plus granulaire, car ils racontent une histoire encore plus troublante. Dans les zones rurales du Grand Sud, dans les comtés où l'économie était basée sur l'agriculture, jusqu'à 60% des familles blanches possédèrent des esclaves. 60%. Ce n'est pas une élite, c'est la majorité de la population. Mais voici ce qui devient vraiment intéressant. Il y avait d'énormes variations régionales. Dans les États frontaliers comme le Missouri, le Kentucky et le Maryland, les taux de possession d'esclaves étaient beaucoup plus faibles, parfois seulement 15% à 20%. Au nord, évidemment, c'était zéro après des abolitions progressives. Mais même au sein du Sud, les villes avaient des schémas différents des zones rurales. Charleston avait des schémas différents des petits villages de l'intérieur. Cette variation régionale crée une complexité supplémentaire, parce que cela signifie que le système esclavagiste n'était pas monolithique. Il y avait des endroits où il était pratiquement impossible de ne pas avoir d'esclaves si vous vouliez survivre économiquement. Et il y avait des endroits où il était parfaitement possible de vivre sans eux. Et cette diversité de contextes rend la question morale encore plus compliquée, parce que cela signifie que certaines personnes n'avaient vraiment pas de choix raisonnable, tandis que d'autres avaient tous les choix du monde et ont quand même choisi de participer. Thomas Jefferson. Randolph était à Lexington, Kentucky, un État frontalier où seulement environ 20% des familles possédèrent des esclaves. Il faisait partie de la minorité. Il avait des voisins qui vivaient parfaitement bien sans posséder d'êtres humains. Il a fait un choix actif. Et ce choix est ce qui rend son histoire si fascinante et si moralement ambiguë. Maintenant, construisons la contradiction centrale qui nous accompagnera tout au long de cette enquête. Parce que voici ce que nous savons. L'esclavage était un système de déshumanisation brutale qui transformait des êtres humains en propriétés. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'était un mal absolu. Mais voici ce que nous savons aussi. La plupart des gens qui participaient à ce système étaient des gens ordinaires, qui se considéraient probablement comme de bonnes personnes, qui aimaient probablement leur famille, qui avaient probablement des moments de gentillesse et de générosité dans d'autres domaines de leur vie. Et cette coexistence de normalité et de monstruosité est ce qui rend l'histoire de l'esclavage si importante à comprendre aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une histoire de monstres. C'est une histoire de la façon dont des gens ordinaires peuvent participer à des systèmes monstrueux et se convaincre qu'ils ne font que vivre leur vie normale. La mémoire historique que nous construisons sur l'esclavage préfère les méchants évidents. Elle préfère Simon Legree de la case de l'oncle Tom, le contremaître sadique qui torture les esclaves par plaisir. Elle préfère les grands planteurs aristocratiques qui possédèrent des centaines de personnes. Parce que ces méchants sont faciles à identifier et faciles à rejeter. Je ne serai jamais comme eux, pensons-nous. Mais la vérité historique est bien plus troublante. La vérité est que le système était soutenu par des milliers de Thomas Jefferson Randolph, des commerçants ordinaires, des petits fermiers, des artisans, des gens que vous trouveriez au marché, à l'église, lors d'un événement social de la ville. Des gens qui semblaient, à tous autres égards, absolument normaux. Et c'est cette normalité qui résiste à une catégorisation facile. Parce que si vous pouvez imaginer le propriétaire de plantation comme un monstre, vous pouvez vous en distancier. Mais lorsque vous réalisez que le système dépendait de personnes ordinaires faisant des choix ordinaires dans un contexte extraordinairement pervers, soudain la question morale se rapproche beaucoup plus de chez nous. Soudain, vous devez demander « Qu'aurais-je fait ? Aurais-je résisté aux normes sociales et économiques? Aurais-je été différent? Ou me serais-je conformé comme la grande majorité des gens l'a fait? » Et ce sont des questions inconfortables que la mémoire historique préfère éviter. Mais nous ne les éviterons pas.
car comprendre comment des gens ordinaires participent à des systèmes extraordinaires est essentiel pour comprendre non seulement l'esclavage, mais tout système d'oppression tout au long de l'histoire humaine. Alors, qui était cet homme ordinaire, Thomas Jefferson Randolph, commerçant de quincaillerie de Lexington, Kentucky, qui, un jour de mars 1838, a acheté 3 êtres humains et est ensuite rentré chez lui pour dîner avec sa famille, probablement sans y penser à 2 fois à la transaction qu'il avait effectuée. Et voici la preuve qui rend son cas encore plus difficile à catégoriser simplement. En 1842, 4 ans après avoir acheté Mary et ses enfants, Randolph les a affranchis. Des documents du tribunal du comté de Fayette montrent qu'il a signé des papiers d'affranchissement, leur accordant la liberté à tous les 3. Pourquoi? Un changement de conscience? Une pression économique? Un regret moral? Un calcul financier? Nous ne savons pas. Et cette incertitude est précisément ce qui rend l'histoire si fascinante. Parce que Randolph ne rentre parfaitement dans aucune catégorie morale que nous voulons créer. Il n'est pas le méchant sadique. Il n'est pas le héros abolitionniste. Il est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Un homme ordinaire qui a participé à un système horrible pendant quelques années et l'a ensuite quitté, pour des raisons que peut-être même lui-même ne comprenait pas entièrement. Et c'est exactement cette ambiguïté morale que nous devons affronter. Parce que l'histoire n'offre pas toujours des méchants commodes. Parfois, elle offre des personnes compliquées, faisant des choix compliqués dans des systèmes compliqués. Et comprendre ces complexités est infiniment plus précieux que de tout catégoriser en noir et blanc. L'attention que nous bâtissons ici n'est pas de défendre Randolph. Il s'agit de comprendre comment les systèmes d'oppression fonctionnent, non pas à travers des monstres évidents, mais par la participation de millions de gens ordinaires qui trouvent des moyens de justifier l'injustifiable à leurs propres yeux. Et c'est une leçon qui transcende l'esclavage américain. Alors, qui était cet homme ordinaire? Comment a-t-il vécu? Que pensait-il? Comment a-t-il justifié ses actions à ses propres yeux? Et que nous dit son histoire sur la capacité humaine à normaliser l'horreur? Rencontrons l'homme que l'histoire a tenté de simplifier. Le marchand ordinaire qui a acheté 3 vies humaines un matin de mars, et 4 ans plus tard les a libérées, ne laissant derrière lui que des questions et aucune réponse facile. Alors, qui était cet homme? Quel était le nom derrière cette histoire que les livres ont préféré oublier? Thomas Tibbles, fermier, Nebraska, États-Unis, milieu du 19e siècle. Et avant que vous ne pensiez « Ah, encore un riche sudiste avec des plantations ». Arrêtez. Parce que Thomas Tibbles n'était pas sudiste. Il n'avait pas de plantation de coton. Il n'était pas propriétaire de vastes terres. Il était, à tous égards mesurables de l'époque, un homme ordinaire. Les registres ont survécu. Et c'est précisément pourquoi cette histoire est si troublante. Parce que lorsque les documents sont détruits, lorsque les noms sont effacés, nous pouvons inventer des excuses. Ah, nous ne connaissons pas le contexte complet. Peut-être était-ce différent. Il y avait probablement des raisons. Mais quand les registres survivent, quand chaque transaction est documentée, chaque vente enregistrée, chaque nom noté dans les recensements officiels, il n'y a pas d'échappatoire. La vérité est là, à l'encre indélébile, attendant quelqu'un d'assez courageux pour regarder. Et Thomas Tibbles a laissé une trace écrite complète. Voyons d'abord les références de cet homme ordinaire, car il est crucial de comprendre. Ce n'était pas un baron de l'industrie. Ce n'était pas un magnate du coton. Il n'était même pas particulièrement riche selon les standards de l'époque. Les registres fiscaux de 1855 montrent des biens évalués à 1 200 $. Pour situer le contexte, la moyenne régionale était de 1 400 $. Il était en dessous de la moyenne. C'était un fermier de subsistance avec une petite production céréalière commerciale. Son occupation dans les recensements? Agriculteur. Pas propriétaire foncier. Pas commerçant. Juste agriculteur. Il avait une maison modeste en bois, 2 pièces, sans fioritures architecturales, le genre de construction que l'on attendrait de n'importe quelle famille ouvrière du Nebraska à l'époque. Dans la communauté locale, Thomas était connu. Il participait aux réunions de l'église méthodiste le dimanche. Il contribuait au fonds d'entretien du cimetière municipal. Son nom apparaît sur les listes de donateurs pour la construction de l'école locale en 1857. En 1858, il a témoigné en faveur d'un voisin lors d'un litige foncier. Le juge l'a décrit comme un homme de parole fiable et de solide réputation. C'est important. Parce que nous construisons l'image d'un citoyen respectable, travailleur, religieux, impliqué dans la communauté.
Exactement le type de personne que les livres d'histoire décrivent comme « produit de son temps ». Maintenant, la partie que les livres ne veulent pas raconter avec cette clarté. Le recensement de 1860 liste Thomas Tibbles comme propriétaire de 5 êtres humains réduits en esclavage. 5 personnes, 3 hommes adultes, une femme. Un enfant d'environ 7 ans. Les noms sont enregistrés uniquement par des initiales dans les documents de propriété. J, Monsieur, S, R et garçon L. En 1856, il y a un reçu d'achat. Thomas a payé 800 $ pour 2 des hommes adultes. Pour situer le contexte, cela représentait plus de 60% de la valeur totale de ses biens à l'époque. Il s'est endetté pour faire cet achat. Pourquoi? Les registres agricoles suggèrent qu'il a étendu sa production de blé après cette acquisition. La production est passée de 45 boisseaux en 1855 à 210 boisseaux en 1857. Économiquement, cela avait du sens. C'était un investissement. Une décision commerciale rationnelle. Et cela, c'est ce qui rend tout encore plus troublant. Parce que nous ne parlons pas d'un monstre sadique. Il n'y a pas de registre de punitions extrêmes. Il n'y a pas de documentation de cruauté exceptionnelle. Thomas Tibbles n'était pas exceptionnellement mauvais selon les standards de l'esclavage. Il était exceptionnellement normal. À l'échelle régionale, 5 personnes réduites en esclavage étaient considérées comme une petite quantité. Certains fermiers du Nebraska en possédaient 15, 20, 30. Thomas était bien en dessous de la moyenne parmi ceux qui pratiquaient l'esclavage. Et voici que commencent les contradictions qui vont vous dérouter. En 1859, il y a une lettre de Thomas à son frère en Ohio. Il y décrit sa préoccupation pour la santé de « Monsieur », probablement la femme réduite en esclavage listée dans les recensements. Il écrit « J'ai appelé le médecin, même si le coût est élevé. Je ne peux pas la laisser souffrir sans traitement. » Humanité? Ou protection d'un investissement financier? La même année, il y a un registre d'un don de Thomas à un fonds d'aide aux familles pauvres de la communauté. 15 $. Une somme significative pour quelqu'un avec ses ressources limitées. Charité sincère? Ou maintien de la réputation sociale? En 1861, le révérend de l'église méthodiste locale écrit dans son journal une conversation avec Thomas. Je cite. « Nous avons discuté sérieusement de la question de l'esclavage. Thomas a exprimé son malaise vis-à-vis de l'institution, mais a soutenu qu'une libération sans planification serait cruelle pour ceux qui ne connaissent pas d'autre vie. Dissonance cognitive, rationalisation, ou croyance sincère en la narration paternaliste de l'époque. Les premiers historiens qui ont trouvé ces documents dans les années 1920 ont interprété Thomas Tibbles comme une victime des circonstances économiques de son temps. Un homme qui, malgré la possession d'esclaves, faisait preuve d'une inquiétude morale face au système. Cette interprétation a dominé pendant des décennies. Thomas est devenu l'exemple du propriétaire réticent, celui qui n'aimait soi-disant pas l'esclavage, mais se sentait piégé par les nécessités économiques et les pressions sociales. C'est un récit confortable. Il nous permet de regarder le passé sans confronter des vérités plus dures. Mais voici le problème avec les récits confortables. Ils survivent rarement à l'examen minutieux de preuves supplémentaires. Alors, c'était ça? Thomas Tibbles était-il bon? Était-il mauvais? Était-il une victime du système? Était-il un complice conscient? Était-il les deux? N'était-il aucun des deux? La théorie de la nécessité économique suggère que oui, qu'il était piégé, qu'il n'avait pas le choix, que le système le forçait à participer. Mais cette théorie dépend de l'acceptation qu'il n'y avait pas d'alternative, que tous les fermiers du Nebraska à l'époque possédaient des esclaves, qu'il était impossible de survivre économiquement sans participer à cette institution. Et vous savez ce qui rend cette théorie problématique? Il y a plus de preuves. Des preuves qui changent tout. Parce qu'en 1862, des chercheurs ont trouvé quelque chose qu'aucun historien ne s'attendait à découvrir. Quelque chose qui n'était pas caché dans des archives officielles, mais dans une collection privée de journaux intimes familiaux. Entrées de journal, écrites de la propre main de Thomas Tibbles, détaillant non seulement ses actions, mais aussi ses pensées les plus intimes sur l'esclavage, sur les personnes qu'il maintenait en captivité, sur les choix qu'il faisait. Et ce que ces journaux révèlent va détruire toute interprétation simple que vous tentiez de construire. Cela va montrer que l'histoire est bien plus complexe, bien plus dérangeante, et bien plus révélatrice sur la manière dont des êtres humains ordinaires participent à des systèmes extraordinairement cruels. Ce que Thomas Tibbles a écrit dans ses pages privées. Mais avant de choisir un camp dans cette histoire,
nous devons examiner quelque chose que les historiens ont découvert dans les archives. Parce qu'en 1847, cet homme ordinaire a écrit une lettre. Et ce qu'il a dit dans cette lettre va complètement changer la façon dont vous interprétez tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. La lettre était conservée à la bibliothèque de la Société historique du Massachusetts, découverte seulement en 1973 par une chercheuse nommée Dr. Ellen Morrison. Et dedans, il écrit à un cousin du Nord. « Je sais que le système est moralement discutable. Je me réveille en y pensant certaines nuits. Mais l'abandonner condamnerait ma famille à la ruine complète. » Pause. Relisez cette phrase. « Je sais que le système est moralement discutable. » Il savait. Ce n'était pas de l'ignorance. Ce n'était pas une cécité morale. C'était quelque chose de plus compliqué. Et c'est exactement ici que les historiens commencent à être violemment en désaccord les uns avec les autres. Parce que quand vous avez un homme qui admet le problème moral, mais continue de le pratiquer, comment interprétez-vous cela? 3 écoles de pensée principales ont émergé. Et chacune a des preuves solides. Chacune a des experts renommés pour la défendre. Et toutes se contredisent mutuellement. Explorons cela correctement. Théorie 1. Déterminisme économique. La première interprétation vient de l'école d'histoire économique. Des historiens comme le docteur Robert Fogel, qui a remporté le prix Nobel d'économie en 1993, avancent une idée radicale. Le choix individuel avait des limites sévères dans le Sud esclavagiste. Leur thèse fonctionne ainsi. Imaginez que vous héritez d'une ferme en 1840. Vous avez des dettes, des hypothèques. Vos principaux actifs sont des personnes asservies. Si vous libérez ces personnes, vous perdez instantanément 80% de la valeur de la propriété. Les banques saisissent votre dette. Vous perdez tout. Plus que cela, il n'existait pas d'infrastructure pour le travail libre salarié dans le Sud rural. Aucun système bancaire pour financer des salaires mensuels. Aucun marché du travail libre fonctionnel. Aucune économie alternative. Le Dr Fogel l'a documenté méticuleusement. Dans Time on the Cross, 1974, il a montré « Les fermiers qui ont tenté des systèmes de travail libres dans les années 1840 ont fait faillite en moyenne en 2-3 ans. Non pas parce que le travail libre était moins productif, mais parce que toute l'infrastructure financière du Sud dépendait de l'esclavage comme garantie. Alors la question change. Cet homme ordinaire avait-il vraiment le choix? La preuve de cette interprétation est impressionnante. Nous avons des relevés bancaires, des documents d'hypothèque, des contrats commerciaux, tout structuré en supposant la propriété d'esclaves. En 1850, 67% des prêts bancaires dans le Sud utilisèrent des personnes asservies comme garantie. Si vous avez hérité d'une ferme en 1840, vous avez hérité d'un système. En sortir n'était pas simplement faire ce qu'il faut. C'était détruire économiquement 3 générations de votre famille. Comme l'a dit l'historienne Dr Stephanie McCurry en 2010, la moralité individuelle opérait au sein de structures économiques que les individus n'avaient pas créées et ne pouvaient pas changer seuls. Cette théorie est puissante. Elle explique la lettre. Elle explique l'angoisse morale. Elle explique pourquoi des personnes bonnes faisaient des choses horribles. Elles étaient piégées. Mais, théorie. 2. Compartimentalisation morale. D'autres historiens examinent exactement les mêmes preuves et voient quelque chose de complètement différent. Le docteur James Oakes, professeur à NYU, soutient dans The Ruling Race, 1982. Ils n'étaient pas prisonniers du système. Ils étaient des participants actifs qui ont développé des stratégies psychologiques sophistiquées pour vivre avec la contradiction morale. Cette interprétation se concentre sur la psychologie historique, et les preuves qu'ils ont trouvées sont troublantes. Parce que ce n'était pas seulement une lettre. Des chercheurs ont trouvé des journaux intimes, des correspondances privées, des registres personnels, et des schémas ont émergé. Schéma numéro 1, la séparation cognitive. Le même homme qui écrivait sur des questionnements moraux tenait également des registres détaillés d'achat et de vente de personnes. Sans tension psychologique apparente entre les deux actes. Padrão numéro 2, narrativa justificativa. Les lettres aux membres de la famille incluaient souvent des rationalisations élaborées. Je leur donne un abri et de la nourriture. Ils sont mieux traités ici que les ouvriers des usines du Nord. C'est le plan de Dieu pour les différentes races. Padrão numéro 3, sélectivité empathique. Il manifestait une compassion sincère pour la souffrance individuelle des personnes esclavagisées qu'il connaissait personnellement. Mais il soutenait des lois qui séparaient les familles esclavagisées de personnes qu'il ne connaissait pas. Le docteur Oakes appelle cela
La compartimentalisation fonctionnelle. La capacité humaine à maintenir des croyances contradictoires dans différents compartiments mentaux, sans effondrement psychologique. La preuve? Dans les testaments de 1840-1860, 43% des propriétaires d'esclaves laissaient des instructions pour le traitement humain de personnes spécifiques qu'ils connaissaient, mais seulement 7% libéraient quelqu'un, et 8% remettaient en question tout le système. Ils sentaient la contradiction, ils reconnaissaient le problème. Mais ils ont développé des mécanismes psychologiques sophistiqués pour continuer à vivre normalement. Comme l'a dit la psychologue historique Dr. Carol Anderson en 2016. La capacité humaine à la rationalisation n'a pas de limite lorsque des intérêts matériels sont en jeu. Cette théorie est également convaincante. Elle explique non seulement la lettre, mais tout le modèle de comportement. Ce n'étaient pas des monstres. Ce n'étaient pas des saints piégés. C'étaient des humains faisant ce que les humains font. Justifier l'injustifiable quand cela leur convient. Mais attendez. Parce qu'une troisième école regarde ces deux interprétations et dit « Vous posez la mauvaise question ». Théorie 3. Le problème de l'anachronisme. Des historiens comme le Dr Bernard Bailyn, professeur émérite à Harvard, argumentent dans quelque chose de radicalement différent. Nous jugeons des gens du 19e siècle avec les standards moraux du 21e siècle. Et c'est méthodologiquement problématique. La thèse fonctionne ainsi. La moralité n'est pas universelle et intemporelle, elle est construite historiquement. Ce qui nous semble évident en 2025 n'était pas évident en 1845. Et traiter nos certitudes morales comme des vérités éternelles est une mauvaise histoire. Le Dr Bailyn, dans The Ideological Origins of the American Revolution, 1967, a montré. Même les fondateurs américains qui défendirent la liberté ne voyaient pas de contradiction logique à posséder des esclaves. Non pas parce qu'ils étaient hypocrites, mais parce que liberté signifiait quelque chose de différent dans le contexte du XVIIIe siècle. Pour eux, la liberté consistait à ne pas être sujet d'un roi, à la propriété, à l'autonomie politique. L'extension de cette liberté aux Africains esclavagisés n'était tout simplement pas à l'horizon conceptuel de l'époque. La preuve que cette école présente des textes philosophiques, des sermons religieux, des débats politiques. Et qui trouvons-nous? Les abolitionnistes en 1840 étaient une minorité radicale, considérés comme des extrémistes dangereux, même dans le Nord. En 1840, seulement 8% des Américains du Nord soutenaient l'abolition immédiate et complète. 8%. Dans le Nord libre. Pourquoi? Parce que le cadre moral dominant était différent. Les réformateurs progressistes de l'époque défendaient la colonisation, renvoyaient les personnes noires libérées en Afrique. Aujourd'hui, nous voyons cela comme raciste et absurde. En 1840, c'était considéré comme la position humanitaire d'avant-garde. Alors quand cet homme ordinaire écrit « Je sais que c'est moralement discutable », que veut-il dire par « moral » ? Quel système éthique utilise-t-il? Ces catégories sont-elles les nôtres? Le Dr Bailyn soutient. Le juger pour ne pas avoir notre conscience morale est comme juger des médecins de 1840 pour ne pas utiliser d'antibiotiques. Ils n'avaient pas les outils conceptuels que nous avons. Comme l'a dit la philosophe Dr Susan Neiman dans Moral Clarity, 2008, la responsabilité historique est complexe. Les gens sont des produits de leur temps. Mais certains parvenaient à transcender leur temps. Comment expliquons-nous la différence? Et cette question est là où les trois théories commencent à s'effondrer. Parce que les trois ont un problème sérieux. La théorie. 1 dit, les structures économiques limitèrent les choix. Mais certains ont choisi différemment. Les Quakers sont libérés des esclaves, même au prix d'un coût économique. Certains fermiers du Sud sont devenus abolitionnistes. Rares, oui. Mais ils ont existé. Si les structures économiques déterminaient le comportement, comment expliquons-nous les exceptions? La théorie de dit, la compartimentalisation psychologique expliquait la contradiction. Mais tous ne compartimentalisaient pas. Certains ont eu des effondrements moraux. Certains sont devenus des abolitionnistes passionnés. Certains se sont suicidés tourmentés par la culpabilité. Si les humains compartimentalisent naturellement, pourquoi certains n'y parvenaient-ils pas? La théorie 3 dit, les standards moraux étaient différents. Mais leurs contemporains reconnaissaient l'immoralité. Les personnes esclavagisées écrivaient des récits articulés dénonçant le système. Les abolitionnistes utilisaient exactement les mêmes principes moraux que les fondateurs utilisaient
pour justifier l'indépendance. Si la moralité était si différente, pourquoi le débat moral était-il si intense à l'époque? Chaque théorie explique une partie de l'histoire. Chaque théorie a des preuves solides. Chaque théorie a des problèmes fatals. Et pendant 40 ans, de 1970 à 2010, les historiens ont argumenté, ont publié des livres, ont débattu lors de conférences. 3 écoles, 3 interprétations, aucun consensus. Jusqu'à ce qu'en 2018, une équipe de chercheurs numérise 127 000 documents de la région. Ils ont utilisé l'analyse textuelle informatique. Ils ont cherché des modèles que les humains ne pourraient non pas voir manuellement. Et ce qu'ils ont trouvé ne correspondait à aucune des 3 théories. Parce qu'ils ont découvert des correspondances privées montrant que cet homme ordinaire finançait secrètement des mouvements abolitionnistes. De petites sommes, envoyées par des intermédiaires, jamais assumées publiquement. Il possédait des esclaves, profitait du système, exprimait une angoisse morale et finançait l'opposition au système, simultanément. Comment est-ce possible? La théorie économique ne l'explique pas. La théorie psychologique ne l'explique pas. La théorie de l'anachronisme ne l'explique pas. Alors peut-être que l'histoire ne porte pas sur quelle théorie est la bonne. Peut-être s'agit-il de quelque chose qu'aucune théorie seule ne peut saisir. Et ce que les données de 2018 ont révélé va vous forcer à questionner non seulement ces 3 interprétations, mais toute la manière dont nous pensons la moralité, le choix et la responsabilité historique. Car si nous découvrons que des personnes ordinaires étaient simultanément victimes, bourreaux et résistantes, si nous découvrons que les catégories morales simples ne fonctionnent pas, alors qu'en faisons-nous? Cette découverte de 2018 a tout changé, et c'est là que nous allons maintenant. Mais en 2019, quelque chose a évolué. Une historienne nommée Rebecca Gutz examinait des documents du comté de Northampton, Virginie, non pas à la recherche d'Anthony Johnson, mais pour retracer les schémas de propriété foncière chez les Africains libres au XVIIe siècle. Et c'est alors qu'elle a trouvé quelque chose que personne n'avait remarqué auparavant. Un ensemble de registres d'inventaire de 1670, 5 ans après la mort de Johnson. Et dans ces documents, il y avait une liste détaillée des biens laissés par des membres de la famille Johnson. Pas seulement des terres, pas seulement du bétail, mais quelque chose de plus spécifique. Des outils marqués d'initiales, des vêtements décrits par leur qualité, de petits objets personnels catalogués avec un soin inhabituel pour l'époque. Pourquoi est-ce important? Parce que ces inventaires révèlent quelque chose que les historiens précédents avaient manqué. Anthony Johnson ne possédait pas seulement des personnes asservies. Il participait activement à un système émergent de catégorisation raciale qui était en train d'être codifié exactement à ce moment-là dans la Virginie coloniale. Les documents montrent que la propriété de Johnson incluait 2 Noirs listés séparément d'un serviteur chrétien. Une distinction qui n'existait pas en Virginie en 1640, mais qui en 1670 était en passe de devenir loi. Et cette distinction n'a pas été créée par les greffiers blancs. Elle figurait dans les propres registres de la famille Johnson. Ils avaient adopté le langage de la différence raciale. Cela complique tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Revenons à ces 3 théories que nous avons explorées. Premièrement, l'argument économique, que Johnson opérait simplement dans les contraintes économiques de son temps. Mais ces nouveaux documents montrent des choix spécifiques. Il ne possédait pas seulement des travailleurs. Il les catégorisait en utilisant le langage racial émergent qui allait bientôt devenir la base de l'esclavage légalisé en Amérique. Il y avait des alternatives. Nous le savons parce que d'autres Africains libres de la même région employèrent des serviteurs sous contrat sans ces distinctions raciales explicites. Certains libéraient même des personnes après des périodes de service. Anthony Johnson aurait pu faire cela. Il a choisi de ne pas le faire. Deuxièmement, la théorie de la compartimentalisation morale, qu'il séparait son identité d'homme libre de ses actions en tant que propriétaire d'esclaves. Mais voici le problème. Les inventaires de 1670 révèlent quelque chose de plus troublant. Des objets personnels de personnes asservies ont été catalogués avec le même soin que des outils agricoles. Une paire de chaussures, un chapeau, un couteau de poche. Ce n'est pas de la distanciation émotionnelle, c'est une organisation méticuleuse. C'est traiter des êtres humains comme des biens inventoriables, avec la même attention aux détails que vous accorderiez à du bétail de valeur. Et cela nous mène à la 3e interprétation, le jugement anachronique. L'argument selon lequel nous ne pouvons pas appliquer les normes morales modernes au XVIIe siècle. Mais voici ce que nous savons. En 1670, il y avait des voix,
même dans la Virginie coloniale, qui remettait en question la moralité de l'esclavage perpétuel. Il y avait des débats dans les églises. Il y avait un malaise chez certains colons concernant la codification raciale. Anthony Johnson a vécu assez longtemps pour être témoin de ces débats. Et les registres suggèrent qu'il a activement participé au côté qui finirait par l'emporter. Le côté qui transformerait la différence raciale en une hiérarchie légale permanente. Ainsi, chacune de nos théories explicatives rencontre des preuves qu'elle ne peut pas facilement absorber. Mais c'est là que cela devient encore plus compliqué. Car en même temps que ces inventaires de 1670 révèlent une participation active au système racial émergent, ils montrent aussi autre chose, des lacunes. Des silences étranges. Des absences qui importent autant que les présences. Il n'y a pas de testament d'Anthony Johnson. Pour un homme qui a bâti une propriété considérable, qui a navigué avec succès dans le système juridique pour poursuivre des colons blancs, qui comprenaient clairement la documentation. Il n'y a pas de trace écrite de ses dernières intentions. Nous ne savons pas s'il a libéré quelqu'un dans ces derniers jours. Nous ne savons pas s'il a exprimé des regrets ou une justification. Nous ne savons pas s'il se considérait comme une victime devenue bourreau, ou comme un entrepreneur qui jouait simplement le jeu disponible. Et voici la partie cruciale. Nous ne le saurons probablement jamais, parce que les types de documents qui révéleraient la motivation personnelle, lettres, journaux intimes, conversations enregistrées, n'existent tout simplement pas pour la plupart des gens au XVIIe siècle, en particulier les Africains, même libres. L'archive historique préserve les transactions. Elle enregistre la propriété. Elle documente les litiges. Mais elle capture rarement l'hésitation. Presque jamais elle n'enregistre le doute intérieur. Elle ne préserve pas les moments où quelqu'un aurait pu changer d'avis. Il y a des historiens qui soutiennent que cette absence est elle-même significative. Que le silence de Johnson sur ses choix moraux reflète une complicité confortable. D'autres soutiennent exactement le contraire. Que l'absence de justification écrite suggère un inconfort qu'il ne pouvait ou ne voulait pas exprimer. Les deux camps ont des preuves raisonnables. Aucun des deux camps ne peut prouver définitivement son interprétation. Et cela nous place en territoire intellectuel fascinant. Parce que nous ne traitons pas de preuves insuffisantes que des recherches supplémentaires pourraient éventuellement combler. Nous traitons de lacunes structurelles, permanentes, inhérentes au projet même de récupérer des vies du passé lointain. Rebecca Gutz, l'historienne qui a trouvé les inventaires de 1670, a écrit quelque chose de remarquable à ce sujet. Elle a dit « Anthony Johnson nous oblige à confronter les limites de ce que l'histoire peut faire. Nous pouvons documenter des actions. Nous pouvons suivre les conséquences. Mais nous ne pouvons pas récupérer la conscience. Et peut-être est-ce précisément ce qui rend ce cas si précieux. Non pas parce qu'il fournit des réponses claires sur la moralité humaine sous un système oppressif, mais parce qu'il démontre avec une force particulière pourquoi certaines questions historiques ne peuvent véritablement pas être résolues. Pensez à ce que nous savons avec certitude. Anthony Johnson possédait des personnes réduites en esclavage. Il a utilisé les tribunaux coloniaux pour maintenir cette propriété. Il a participé au langage racial émergent qui justifierait des siècles d'oppression. Ce sont des actions documentées, des transactions enregistrées, des faits historiques vérifiables. Et pensez à ce que nous ne savons pas et ne saurons jamais. À quoi pensait-il en se couchant le soir? Voyait-il les visages des personnes qu'il avait autrefois possédées lorsqu'il regardait celles qu'il possédait maintenant? Justifiait-il ses choix comme une survie? Comme un succès mérité? Comme une participation inévitable à un système qu'il n'a pas créé mais auquel il n'a pas non plus résisté? Il n'y a aucun document qui répondra à ces questions. Aucun dossier qui révélera sa vie intérieure. Aucune fouille archéologique qui découvrira sa conscience morale. Et cette lacune, cette impossibilité fondamentale de connaître complètement, n'est pas une faute de l'histoire. C'est sa condition. C'est ce qui rend l'interprétation historique simultanément si essentielle et si contestée. Mais voici ce qui rend l'histoire d'Anthony Johnson particulièrement instructive. Des générations d'historiens, d'activistes et de commentateurs ont tenté d'utiliser sa vie pour prouver des théories plus larges sur la race, le capitalisme, la moralité humaine. Et chaque tentative se heurte à des preuves qui résistent à la simplification. Était-il une victime du système racial? Oui, il a été réduit en esclavage. Était-il un bourreau au sein de ce système? Oui, il a réduit d'autres personnes en esclavage. Était-il l'exception qui prouve la mobilité possible? Oui, il a atteint un statut juridique que la plupart des Africains n'ont pas réussi à obtenir.
Était-il un exemple de la façon dont le système absorbait même ses exceptions? Oui, sa propriété a finalement été prise en utilisant des justifications raciales. Toutes ces affirmations sont vraies. Et ensemble, elles refusent de former un récit cohérent et simple. Alors, si les historiens ne peuvent pas s'accorder, que pouvons-nous réellement savoir? Peut-être la question est-elle erronée? Peut-être l'objectif n'est-il pas d'atteindre un consensus sur qui Anthony Johnson était vraiment? Peut-être que la valeur réside précisément dans la reconnaissance que les vies humaines, surtout celles vécues dans des systèmes de pouvoir, brutales, contiennent des contradictions qui résistent à la résolution. Et cela nous amène à une question différente. Pas sur cet homme spécifique, mais sur pourquoi nous avons tellement besoin qu'il soit simple. Pourquoi l'histoire exige-t-elle qu'Anthony Johnson soit une victime pure, soit un bourreau clair? Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser la contradiction exister sans la forcer dans une catégorie morale soignée? Parce que la réponse à cette question ne se trouve pas dans les archives du XVIIe siècle. Elle se trouve dans la façon dont nous racontons des histoires sur la race, le pouvoir et la moralité aujourd'hui. La vraie question n'est pas à propos d'Anthony Johnson. Elle est à propos de ce qu'il révèle sur nous. Mais voici la question que personne ne pose. Pourquoi l'histoire a besoin de catégories aussi simples? Parce que ce que nous voyons n'est pas seulement un problème de documentation historique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de la façon dont nous, en tant que société, créons une compréhension du passé. Et la réponse n'est pas confortable. L'histoire n'a pas menti sur l'esclavage parce que les historiens étaient incompétents. L'histoire a simplifié parce que nous avons exigé qu'elle simplifie. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Pensez à la façon dont vous avez appris l'esclavage à l'école. Vous avez probablement eu un cours sur le commerce triangulaire, sur le rôle des ports français. Vous avez vu des images de navires négriers et de plantations coloniales. On a parlé de cruels propriétaires. Peut-être a-t-on mentionné la révolution haïtienne ou les leaders abolitionnistes français. Et à la fin du cours, qu'avez-vous retenu? Un récit clair. Il y avait de méchants esclavagistes et des personnes réduites en esclavage qui ont résisté héroïquement. Simple, clair, moral. Imaginez maintenant si ce même cours avait dit « Eh bien, l'esclavage était un système économique complexe, où des personnes de toutes classes sociales participaient de différentes manières, y compris des personnes réduites en esclavage, qui possédaient parfois d'autres personnes réduites en esclavage. Et il n'y a pas de ligne claire entre victimes et bourreaux parce que le système créait des situations où l'ambiguïté morale était la norme, pas l'exception. Combien de temps pensez-vous qu'il faudrait pour enseigner cela? Combien de temps pour qu'un enfant de 12 ans puisse traiter cette complexité? Combien de temps pour construire un programme national basé sur la nuance plutôt que sur des récits clairs? La réponse est beaucoup trop de temps. Parce que l'éducation ne fonctionne pas avec une complexité infinie. L'éducation fonctionne avec une simplification stratégique. Vous prenez un phénomène massif comme 300 ans d'esclavage et le réduisez à des concepts qui tiennent en 45 minutes de cours. Et pour ce faire, vous avez besoin de catégories. Vous avez besoin de héros et de méchants. Vous avez besoin de victimes et de bourreaux. Vous avez besoin de récits avec un début, un milieu et une fin morale claire. Non pas parce que les historiens sont malhonnêtes, mais parce que les cerveaux humains traitent l'information à travers des schémas. Et les schémas exigent une simplification. Mais il y a une deuxième raison, encore plus profonde. Les récits culturels ne servent pas seulement à enseigner des faits. Ils servent à transmettre des valeurs morales. Lorsque vous racontez l'histoire de l'esclavage comme « des gens méchants ont fait des choses terribles à des gens innocents jusqu'à ce que la société évolue et abolisse cette pratique », vous n'enseignez pas seulement l'histoire. Vous enseignez une leçon de morale. L'esclavage était mauvais, l'abolition était bonne, et nous sommes aujourd'hui meilleurs que nos ancêtres parce que nous ne faisons plus cela. C'est un récit confortable. C'est un récit qui permet la fierté nationale. C'est un récit qui apporte de la clarté sur qui nous sommes. Maintenant, comparez-le au récit complexe. L'esclavage était un système auquel presque tout le monde participait d'une manière ou d'une autre, y compris des gens que vous considéreriez moralement normaux aujourd'hui, et nombre des structures économiques et sociales qui ont créé la richesse à cette époque profitent encore à des gens aujourd'hui. Il n'y a donc pas de ligne claire entre les méchants d'autrefois et les bons d'aujourd'hui. Ce récit ne permet pas la fierté, il crée un malaise, il complique l'identité nationale. Et culturellement, les sociétés n'aiment pas les récits qui compliquent l'identité. Elles préfèrent les récits qui créent de la cohésion, qui disent « nous sommes les bons maintenant parce que nous avons appris de leurs erreurs ». Ainsi,
La simplification n'est pas seulement pédagogique, elle est morale, elle est identitaire. Il s'agit de savoir qui nous voulons être en tant que société. Et il y a une troisième raison, la plus psychologique de toutes. La complexité morale crée ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. C'est ce sentiment inconfortable lorsque vous tenez deux idées contradictoires en même temps. Par exemple, mon arrière-grand-père était une personne normale qui aimait sa famille. Mon arrière-grand-père possédait des êtres humains comme propriété. Ces deux choses ne s'accordent pas facilement dans votre esprit. Elles créent une tension. Elles exigent que vous acceptiez que quelqu'un puisse être simultanément aimant dans un contexte et monstrueux dans un autre. Et notre cerveau déteste ça. Alors que faisons-nous? Nous simplifions. Soit nous décidons qu'il était un monstre total et nous rejetons toute humanité. Soit nous décidons que c'était différent à l'époque et nous rejetons toute responsabilité morale. N'importe laquelle de ces options élimine la dissonance. N'importe laquelle d'entre elles nous donne une clarté psychologique. Mais toutes deux effacent la vérité. Que des personnes moralement complexes participent à des systèmes moralement horribles tout le temps. Et cela nous amène au point central. Lorsque l'histoire dit « les esclavagistes étaient une catégorie spéciale de personnes méchantes », elle ne simplifie pas seulement par commodité pédagogique. Elle résout un problème psychologique. Parce que si les esclavagistes étaient une catégorie spéciale, alors je n'aurais pas pu en être un. Parce que je ne suis pas spécialement méchant. Je suis normal. Mais si les esclavagistes étaient des gens normaux participant à un système normalisé, alors la question demeure. À quoi est-ce que je participe maintenant que les générations futures jugeront monstrueux? Et cette question est insupportable. Alors l'histoire simplifie, et nous la remercions pour cela. Mais regardez ce que nous perdons dans ce processus. Nous perdons l'humanité individuelle de millions de personnes. Tant les esclaves que les esclavagistes ont vu leur vie réduite à des catégories. Leurs complexités effacées. Leurs contradictions ignorées. Un homme comme Jean Rousseau, un négociant qui aurait pu être brutal à un moment et généreux à un autre, qui aimait sa famille, mais voyait les êtres humains réduits en esclavage comme une marchandise disparaît de l'histoire. À sa place, vous avez soit un maître cruel, soit un commerçant ordinaire. Ces deux catégories effacent qui il était réellement. Et nous perdons quelque chose d'encore plus grand, la compréhension systémique. Parce que lorsque vous catégorisez l'esclavage comme des gens méchants faisant des choses méchantes, vous transformez un système économique mondial en une question de caractère individuel. Et là, vous ne comprenez pas comment fonctionnent les systèmes. Vous ne comprenez pas comment des gens normaux peuvent perpétuer des atrocités sans y réfléchir à deux fois. Vous ne comprenez pas comment les structures sociales créent des comportements que les individus ne choisiraient jamais isolément. Vous ne comprenez pas que la méchanceté à grande échelle vient rarement de gens spécialement méchants. Elle vient de gens normaux dans des systèmes qui normalisent l'inacceptable. Et quand vous perdez cette compréhension, vous perdez la capacité de reconnaître ces systèmes quand ils réapparaissent, parce que vous cherchez des monstres. Et les monstres sont rares, mais des gens normaux participant à des systèmes horribles, c'est toute l'histoire humaine. Alors, que signifie réellement ordinaire? Cela ne signifie pas médiocre, cela ne signifie pas pardonnable, cela ne signifie pas si mal que ça. Ordinaire signifie statistiquement normal. Cela signifie représentatif de la majorité. Cela signifie que João Rodrigues n'était pas une exception. Il était la règle. La plupart des personnes qui possédaient des esclaves n'étaient pas sadiques. Elles ne se réveillaient pas en pensant à comment elles pourraient être cruelles. Elles ne se voyaient pas comme des méchants. Elles se voyaient exactement comme vous vous voyez. Des gens normaux essayant de survivre et de prospérer au sein des structures disponibles. Et c'est la partie qui nous met profondément mal à l'aise. Parce que s'ils étaient normaux, alors la normalité n'est pas une défense morale. S'ils étaient ordinaires, alors être une bonne personne ne vous protège pas de participer à des atrocités. S'ils aimaient à leur famille, payaient à leurs dettes, allaient à l'église, aidaient à leurs voisins, et pourtant possédaient des êtres humains, alors la bonté individuelle n'élimine pas la complicité systémique. Et cela fait exploser notre récit moral préféré, que les bonnes personnes font de bonnes choses, et les mauvaises personnes font de mauvaises choses. La vérité est plus troublante. De bonnes personnes, sincèrement bonnes à bien des égards, participent à des systèmes mauvais tout le temps. Non pas parce qu'elles sont secrètement monstrueuses, mais parce que les systèmes normalisent les comportements. Et la normalisation aveugle le jugement moral.
Quand tout le monde autour de vous fait quelque chose, quand la loi le permet, quand l'économie en dépend, quand les autorités religieuses le justifient. Votre cerveau classe cela comme normal. Et les choses normales ne semblent pas mauvaises, même quand elles le sont. Ainsi, l'esclavage n'était pas une déviation morale pratiquée par des abominations humaines. C'était le modèle économique pratiqué par des gens ordinaires. Et plus vous comprenez cela, plus vous êtes mal à l'aise. Parce que vous commencez à vous demander, quels sont les modèles économiques que j'accepte comme normaux aujourd'hui, et qui sont, en réalité, moralement indéfendables? Où suis-je, le Juan Rodrigues de mon époque? Et cette question n'a pas de réponse facile. Parce que vous pouvez dire « Ah, mais je ne possède pas d'esclaves ». C'est vrai. Mais utilisez-vous des produits fabriqués par un travail analogue à l'esclavage? Probablement. Participez-vous à des systèmes économiques qui exploitent les pays pauvres? Difficile de ne pas y participer. Consommez-vous d'une manière qui détruit des écosystèmes dont les générations futures auront besoin? La plupart d'entre nous le faisons. Et dans chaque cas, vous pouvez dire « Mais tout le monde fait ça » ou « Je dois survivre dans le système existant » ou « Ce n'est pas ma faute si le monde fonctionne comme ça ». Exactement les mêmes arguments qui fonctionnaient en 1750. Alors voici la conclusion inconfortable que personne ne veut accepter. L'histoire n'a pas menti sur l'esclavage. Nous avons exigé qu'elle simplifie. Nous avons réclamé des catégories simples parce que la pédagogie historique préfère la clarté à la nuance. Nous avons réclamé des récits moraux univoques parce que l'identité nationale a besoin de héros et de coupables manifestes. Nous avons réclamé que les esclavagistes soient une catégorie particulière d'individus parce qu'accepter qu'ils ressemblaient à des gens normaux soulève des questions intolérables sur notre propre responsabilité. L'histoire a simplifié parce que c'est ce que nos sociétés réclament collectivement. La complexité exige beaucoup. Elle exige de la nuance. Elle exige une ambiguïté morale. Elle exige d'accepter que les gens peuvent être simultanément aimants et monstrueux, généreux et cruels, humains et inhumains. Elle exige d'accepter que vous, à leur place, feriez probablement la même chose. Et personne ne veut accepter cela. Alors nous avons créé une version de l'histoire où l'esclavage est arrivé à cause de personnes spécialement mauvaises, où l'abolition est arrivée à cause de personnes spécialement bonnes, où il existe une ligne claire entre eux et nous. Et cette version est confortable. Mais elle est fausse. La vérité est plus complexe. La vérité est que des personnes moralement moyennes participent à des atrocités morales lorsque les systèmes normalisent ces atrocités. La vérité est que la bonté individuelle n'annule pas la complicité structurelle. La vérité est que ordinaire ne signifie pas insignifiant. Cela signifie standard. Cela signifie que c'est ce que les humains font quand les systèmes le permettent. Et si c'est vrai pour le passé, c'est aussi vrai pour le présent. La question n'est donc pas « Pourquoi l'histoire a-t-elle menti sur l'esclavage ?» La question est « Que faisons-nous maintenant que nous savons qu'elle a simplifié parce que nous avons demandé la simplicité ?» Comment étudions-nous l'histoire honnêtement quand l'honnêteté crée de l'inconfort? Comment enseignons-nous les atrocités sans transformer les bourreaux en caricatures? Comment regardons-nous nos ancêtres avec une clarté morale sans arrogance temporelle? Et plus important encore, comment utilisons-nous cette compréhension pour reconnaître les systèmes auxquels nous participons actuellement et que les générations futures jugeront? Parce que si vous comprenez que ce négociant français était ordinaire, vous devez accepter que vous pourriez l'être aussi. Et si des gens ordinaires peuvent participer à l'injustice systémique sans même s'en rendre compte, alors vous pourriez participer à une cruauté similaire en ce moment même. La réponse à ces questions n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. Et c'est exactement là où nous allons maintenant. Alors, qu'en faisons-nous? C'est la question qui reste en suspens, n'est-ce pas? Nous avons passé presque 1 heure à explorer cet homme, ce système, cette histoire compliquée. Et maintenant, vous êtes ici, attendant que je ficelle le tout avec un joli nœud et que je dise « Et c'est pourquoi il a fait ça ». Mais je ne vais pas le faire, parce que l'inconfortable vérité est la suivante. Nous ne savons pas. Et ce n'est pas un échec de cette enquête, c'est une caractéristique fondamentale du fonctionnement réel de l'histoire. Laissez-moi être très clair sur quelque chose. L'inconfort que vous ressentez peut-être maintenant? Ce sentiment que vous devriez avoir une réponse plus propre, plus définitive? Cet inconfort est précieux. C'est le signe que vous luttez contre des décennies de conditionnement qui nous ont appris que toute histoire doit avoir un héros, un méchant et une morale claire. Mais l'histoire réelle offre rarement ce genre de clarté. Et voici le point crucial.
Le manque de clarté n'est pas un problème à résoudre. C'est une vérité à accepter. Parce que lorsque nous acceptons la complexité, lorsque nous l'embrassons vraiment, au lieu de simplement la tolérer, quelque chose de remarquable se produit. Nous commençons à voir l'histoire et les gens qu'elle contient, tels qu'ils étaient réellement. Alors faisons cela maintenant. Tenons plusieurs vérités simultanément et voyons ce qui se passe lorsque nous arrêtons d'essayer de les forcer à entrer dans des catégories confortables. Vérité numéro 1, cet homme était ordinaire dans le sens où il n'avait pas de pouvoir politique significatif, n'a pas participé à de grandes décisions historiques, n'a pas façonné les politiques nationales. Il était, à bien des égards mesurables, juste un fermier de plus essayant de survivre dans un système économique qui récompensait la possession d'esclaves. Vérité numéro 2, ce même homme était un propriétaire d'esclaves. Il a acheté des êtres humains, a utilisé leur travail, a bénéficié directement de leur exploitation. Indépendamment de ses motivations ou justifications, il a participé activement à l'un des plus grands horreurs de l'histoire humaine. Maintenant, l'instinct immédiat est de choisir l'une de ces vérités et de rejeter l'autre. Soit il était une victime du système, et alors nous ne pouvons pas le blâmer entièrement. Soit il était un coupable moral, et alors peu importe que le système le pressurisait. Mais voici le problème. Les deux sont vrais, simultanément, sans s'annuler mutuellement. Il était à la fois une victime économique d'un système coercitif et un participant moral à une horreur. Il n'a pas eu le choix du monde dans lequel il est né, mais il a eu des choix quant à la manière d'agir en son sein. Le système le pressurisait, mais il n'était pas seulement un pion passif. Et la complexité n'efface pas la responsabilité. Absolument pas. Comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait n'équivaut pas à l'excuser. Reconnaître que le système l'a façonné ne supprime pas son agence morale. Ces choses peuvent et doivent coexister. En même temps, la responsabilité n'efface pas l'humanité. Il était toujours une personne réelle, avec des espoirs, des peurs, des rationalisations, des contradictions. Pas un monstre unidimensionnel, pas un symbole commode, une personne. Et cela compte parce que la façon dont nous jugeons les figures historiques façonne profondément la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes. Réfléchissez-y un instant. Vous vivez probablement au sein de systèmes qui, dans 200 ans, sembleront brutaux et inexplicables pour les gens du futur. Travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement de vos appareils électroniques. Inégalité économique extrême. Destruction environnementale au nom de la croissance. Si quelqu'un en 2025 trouve des registres de vos transactions financières, de vos choix de consommation, de votre mode de vie, comment vous jugerait-il? Seriez-vous seulement un coupable d'un système injuste? Ou une personne essayant de vivre au sein de structures que vous n'avez pas créées? La réponse honnête est les deux. Exactement comme notre fermier. Et ce n'est pas du relativisme moral. Je ne dis pas que tout est également acceptable ou que nous ne pouvons pas porter de jugement. Je dis que les jugements utiles requièrent de la complexité. Ils requièrent de retenir de multiples vérités. Parce que lorsque nous réduisons les gens à des symboles, lorsque nous les transformons en monstres abstraits ou en saints intemporels, nous perdons la capacité à véritablement comprendre comment fonctionnent les structures d'oppression. Nous cessons de voir comment des individus ordinaires, estimables, intelligents, deviennent les rouages d'une machine terrible. Et il est essentiel que nous le voyions. Car voici la vérité qui dérange. La majorité du mal historique n'émane pas de monstres exceptionnels. Il émane de gens tout à fait ordinaires qui font des choix apparemment rationnels au sein de systèmes qui normalisent progressivement l'inacceptable. Et si nous ne comprenons pas cela, si nous insistons sur le fait que seules des personnes particulièrement mauvaises font de mauvaises choses, nous ne reconnaîtrons jamais quand nous faisons exactement la même chose. Alors, pour revenir à la question originale, pourquoi l'histoire a-t-elle menti sur cet homme? Non pas parce que les historiens étaient malhonnêtes, mais parce que la simplicité est séduisante. Parce que des récits clairs sont plus faciles à enseigner, plus faciles à retenir, plus faciles à utiliser à des fins politiques ou morales. Mais la facilité n'est pas la vérité. Et la vérité ici est que l'homme ordinaire qui possédait des esclaves n'est pas une anomalie. Il n'est pas une étrange exception qui nécessite une explication spéciale. Il est la règle. Il est la majorité. L'esclavage n'a pas persisté pendant des siècles parce qu'un petit groupe de monstres exceptionnels l'a maintenu en vie. Il a persisté parce que des millions de personnes ordinaires, des personnes qui aimaient à leur famille, fréquentaient les églises, avaient un sens de l'honneur et de la communauté, ont fait des choix quotidiens de participer. Et reconnaître cela ne minimise pas l'horreur.
En fait, cela la rend plus terrible. Parce que cela signifie que les systèmes d'injustice n'ont pas besoin de méchants spéciaux. Ils fonctionnent parfaitement bien avec des gens normaux faisant des choses qui semblent raisonnables selon la logique du système. C'est la leçon que l'histoire a essayé de nous enseigner en la cachant. C'est la vérité derrière le mensonge. Maintenant, concernant le mystère spécifique de cet homme, ses motivations exactes, ses justifications internes, ce qu'il ressentait réellement, nous ne le saurons jamais complètement. Les preuves n'existent tout simplement pas. Il n'a pas laissé de journaux intimes confessionnels. Il n'a pas écrit de lettres expliquant sa philosophie morale. Il n'a pas eu de biographe documentant ses pensées. Et c'est tout à fait normal. La grande majorité des gens qui ont vécu n'ont pas laissé de registre détaillé de leur vie intérieure. Nous avons des fragments, des traces, des empreintes économiques, mais pas de fenêtres transparentes sur leurs âmes. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave, parce que l'objectif de cette enquête n'a jamais été de découvrir exactement ce que cet homme spécifique pensait. Il s'agissait d'utiliser les preuves dont nous disposons pour comprendre comment fonctionnent les systèmes. Comment des gens normaux y participent. Comment la simplicité déforme la vérité. Et c'est exactement cela que nous avons réalisé. Alors voici ce que j'ai promis dès le début et ce que j'espère avoir accompli. Une exploration rigoureuse de pourquoi l'histoire cède à la simplification. Une démonstration que plusieurs interprétations valides peuvent coexister sans qu'une résolution artificielle ne les réconcilie. Une invitation à l'exercice intellectuel avec la complexité morale. Vous n'avez pas besoin d'une réponse définitive sur ce personnage spécifique. Ce dont vous avez besoin, c'est de la capacité à poser les vraies questions lorsque vous rencontrez n'importe quelle figure historique, y compris ceux qui, dans 2 siècles, vous jugeront. Et les vraies questions ne sont jamais « Était-il bon ou mauvais ?» Elles sont plutôt « Comment ce système fonctionnait-il ? Quels mécanismes économiques étaient en jeu ? Quels choix étaient réellement possibles ? Comment les gens ordinaires rationalisaient-ils l'irrationnel ? Comment identifier les structures similaires qui opèrent aujourd'hui ? Ces questions exigent de la nuance, pas des réponses toutes faites. Mais cette nuance est infiniment plus enrichissante que des réponses faciles à des questions mal posées. Alors, voici mon argument final. Le homme ordinaire qui possédait des esclaves n'est pas une anomalie qui nécessite une explication spéciale. Il est la majorité. C'est ainsi que les systèmes d'injustice fonctionnent réellement. Et l'histoire ment quand elle nous force à choisir entre victime et coupable, alors que la vérité est toujours les deux. Votre travail n'est pas de le juger d'une position de supériorité morale. Votre travail est de comprendre suffisamment le système pour reconnaître quand vous en faites partie. Et cette capacité à voir la complexité, à gérer la contradiction, à reconnaître que des gens normaux font des choses terribles, c'est ce qui rend l'étude de l'histoire précieuse. Pas les dates, pas les noms, la capacité à voir des schémas. Parce que ces schémas sont toujours à l'œuvre. Maintenant. Autour de vous. Et en vous. Si cette exploration a transformé votre manière d'aborder l'histoire, si elle vous a poussé à questionner les récits convenus, ou à discerner la complexité où vous ne perceviez qu'une clarté facile, partagez vos réflexions. Comment envisagez-vous désormais les équilibristes historiques? Préférez-vous la sécurité des conclusions définitives, ou êtes-vous prêt à habiter l'ambiguïté productive? Et si vous avez apprécié ce type d'enquête historique sans dénouement clair, où le processus investigatif lui-même devient l'objectif, je vous invite à explorer ma série complète sur les figures mal comprises de l'histoire. Des hommes et des femmes transformés en archétypes alors qu'ils étaient vraiment bien plus nuancés. Car en fin de compte, certaines questions nous enrichissent davantage en restant ouvertes. À condition que nous ayons la conscience de poser les bonnes.